Bonjour et bienvenue dans notre émission Le cœur du foyer. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car nous allons parler de Noël. Alors tout d'abord une petite annonce très très rapide. Il s'agit du premier épisode du cœur du foyer qui va être enregistré puis mis en ligne sur la plateforme YouTube. Donc si vous, comme ce sont des épisodes assez longs, le cœur du foyer, c'est pas comme Éclat de tradition, donc si vous avez pas le temps de l'écouter là tout de suite, c'est pas grave, vous pourrez donc le regarder plus tard en différé sur YouTube. Et d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui nous découvrent sur YouTube. Sachez que nous proposons plusieurs émissions. Une émission plutôt courte, ce sont les éclats de tradition, et puis une émission un peu plus longue, c'est le cœur du foyer. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans le cœur du foyer, et c'est une émission où nous allons rentrer un peu plus en profondeur, donc bienvenue à ceux qui nous écoutent en direct, en live, et puis à ceux qui nous découvriront en différé un peu plus tard. Voilà. Alors, vous me direz, pourquoi faire un épisode de Noël en plein mois de novembre. Enfin, en plein mois de novembre. Quand même pas en plein mois de novembre, mais on est quand même encore au mois de novembre. Alors, c'est pour une raison très simple. En fait, je me suis rendu compte que, et ça depuis très longtemps d'ailleurs, que les fêtes de Noël, juste c'est pas juste une petite fête comme ça qu'on peut prévoir du jour au lendemain, je dirais, et je pense que beaucoup me rejoindront, aussi bien mesdames que les rares messieurs qui m'écoutaient également. Donc, je pense qu'il est bien de prévoir, et c'est pas pour rien si dans le calendrier liturgique, si vous voulez, le temps de l'Avent commence des semaines avant la véritable fête de Noël. Et je pense que également dans l'organisation de la maison, ça doit se ressentir, ça doit se transpercer, on doit sentir l'esprit de Noël qui arrive petit à petit dans la maison sans être tout d'un coup, boum, c'est les vacances de Noël et hop, c'est Noël. Alors effectivement, alors là je vais être un peu peut-être vous raconter une anecdote, j'espère qu'il ne sera pas mal interprété, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, il arrivait à ma mère, qui, Dieu sait qu'elle avait beaucoup de mérite, mais parfois il nous arrivait de faire les courses de Noël la veille pour le jour même, et que ce soit les cadeaux, la nourriture, même la vêture, c'est-à-dire de quelle manière nous allions nous vêtir le jour même, le soir, nous étions le soir du 24 à courir après les boutiques qui fermaient une à une, enfin c'était quelque chose. Alors évidemment je m'en rappelle avec tendresse, et ma mère avait bien des mérites, elle a eu 4 fois plus d'enfants que moi, donc mais tout de même ça faisait partie de sa personnalité à elle, et ça ajoutait une touche de spontanéité, je vais pas mentir, mais moi personnellement je suis quelqu'un de plus carré, donc j'aime bien m'y prendre en avance, et je trouve que quand on est débordé dans les préparatifs, déjà on a la maison à tenir, on a évidemment des projets personnels à côté, beaucoup de travail. Je pense que d'ailleurs moi aussi je travaille, pour ceux qui l'ignoraient jusque-là, je suis effectivement mère au foyer, je travaille à la maison, mais je travaille tout de même. Enfin bon, donc du coup on a toutes et tous, messieurs, les rares messieurs qui sont là, quelque chose d'autre à faire en fait. Le Noël, certes, c'est une jolie fête qui vient en rupture du quotidien, mais c'est quand même important de l'introduire et de profiter de l'anticipation aussi. Je pense que ça fait partie du plaisir de Noël, c'est beaucoup l'anticipation. Et c'est pour cette raison que j'anticipe dès fin octobre en général, oui, ou alors directement après la Toussaint, on va dire directement après la Toussaint, début novembre, je commence à y songer. Alors pas forcément de façon beaucoup réfléchie ou très approfondie, mais quand même. Typiquement, pour vous donner une idée, à notre réunion de famille, parce que nous avons une réunion mensuelle
en famille, parce il faut une telle organisation. Je ne sais pas comment vous faites si vous n'en faites pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Mais donc à notre réunion mensuelle du mois de novembre, nous prévoyons toujours une sorte de... Je ne connais pas le mot en français, donc je vous présente mes excuses par avance, mais de brainstorming dans lequel tout le monde partage en fait les idées un peu de ce qu'il aimerait avoir pour Noël. J'entends pas cadeau, hein. J'entends surtout que les enfants croient au Père Noël, etc. Donc non. Mais j'entends plutôt les traditions qu'ils souhaitent voir et exercer ce jour-là. C'est très mal dit, je vous demande pardon, je suis un peu fatiguée. Les repas, les choses qu'ils veulent voir, les invités éventuellement, ou alors s'ils veulent aller voir quelqu'un pendant toute la période en fait. Quel marché de Noël ils veulent aller voir, quelle activité ils veulent faire, etc. Il y en a qui veulent aller à la patinoire, etc. Il faut tout caser. Donc, il y en a qui veulent manger des petits biscuits spécifiques, etc. Donc, il faut vraiment anticiper en amont pour nous après être tranquille. Donc, j'y viens. Donc, Noël. Donc, on a justifié un peu de l'intérêt de le faire dès début novembre. Voilà comment nous allons nous y prendre. Donc Noël, on le sait, c'est bien plus que une fête, c'est une saison, c'est un esprit, c'est le partage, c'est beaucoup de traditions. Donc nous ici, vous savez que nous aimons beaucoup les traditions, mais c'est aussi beaucoup d'amour. Donc c'est une période qui peut paraître un peu stressante avec les préparatifs, la décoration, les repas et puis toutes les attentes familiales dont nous avons parlé juste avant, qui peuvent être un peu... qui peuvent se bousculer et tout arrive en même temps, donc ça peut être désagréable. Mais c'est dommage, d'où l'intérêt de s'y prendre en avance. Donc dans cet épisode, je vais vous guider, il n'y a aucune obligation d'aucune sorte, bien évidemment, c'est des idées, voilà. Donc pour préparer Noël, qui soit, j'espère, de manière organisée, de manière sereine, surtout. Et l'important, c'est que vous n'oubliez pas d'apporter donc, vos touches personnelles. C'est ça qui va faire votre chaleur, votre foyer va se sentir bien seulement si vous ajoutez à tout ce que je vais vous donner. Je vais vous donner des pistes, évidemment, nous sommes là pour ça. Mais l'important, ce sera vos touches personnelles. C'est ça qui vont rendre vos fêtes de Noël uniques et qui vont faire toute la différence pour votre famille. Parce que ce qui compte, c'est votre famille à vous. Voilà. Et la façon dont elle va percevoir les fêtes de Noël. Voilà. Alors, donc j'ai divisé en plusieurs parties, comme vous le savez. La première, c'est d'abord de préparer son esprit à Noël. Donc c'est là qu'entre en jeu la magie des traditions. Peut-être que dans votre famille, vous avez des traditions familiales spécifiques. Effectivement, autre que courir les boutiques le 24 au soir pour tout boucler ce jour-là. Alors, certaines familles ont par exemple des préparations de biscuits traditionnels, spécifiques, bien spécifiques aux périodes des fêtes, ou la lecture d'histoires qui reviennent de génération en génération. Gardez tout cela. Évidemment, c'est génial, vous avez de la chance d'avoir des traditions qui perdurent ainsi pendant des années. Mais envisagez d'ajouter de nouvelles traditions familiales, par exemple en créant un calendrier de l'Avent fait maison avec des petites attentions ou des moments de partage chaque jour de décembre. Ça peut être une option. Je pense que un bon mélange, un bon équilibre, ce serait d'avoir chaque année un mélange entre vos anciennes traditions et puis des nouvelles. Quelque chose que vous créez vous-même, votre famille, pourquoi pas avec la participation des enfants. C'est vraiment idéal parce que ça leur donne l'impression que leur opinion compte en fait et qu'ils peuvent réellement créer quelque chose, peu importe leur âge et peu importe leur statut en fait. C'est vrai qu'un enfant, on attend souvent de lui qu'il obéisse et qu'il soit bon à l'école, etc. On lui présente beaucoup d'attentes
Et en échange, il n'a pas beaucoup d'occasions d'exprimer une réelle créativité dans la vie de famille et dans le partage de ses propres opinions. Et c'est dommage. Et c'est vrai que le fait de se retrouver pour Noël autour d'une table pour réfléchir à quelle tradition on voudrait instaurer et leur donner une vraie voix, en fait. Alors bien sûr, il y en a qui vont vous proposer des choses ridicules, des choses infaisables, mais il va y aussi y avoir des petites idées qui vont être pertinentes ou que vous pourriez modifier ou que vous pourriez équilibrer, adapter à la réalité, à ce qui est possible ou pas possible pour vous. Évidemment, vous pouvez pas aller à Disneyland par exemple à chaque Noël, c'est pas possible. Enfin, j'imagine, je sais pas, si c'est possible pour votre famille, allez-y, foncez si ça plaît à tout le monde. Mais voilà, je pense que il y a moyen de trouver des compromis entre leurs idées farfelues et leur esprit créatif et un peu pur et innocent. Et puis, notre esprit pratique en tant que maman, et puis avec votre mari aussi, il faut en discuter. Et je pense que ça leur ferait beaucoup plaisir et que ça leur ferait du bien. Aussi, ça les ferait se sentir valorisés. Après, dans la question de créer un vrai esprit, je pense que l'esprit de Noël et l'esprit de l'Avent, pour moi, c'est un esprit de gratitude, un esprit de partage. C'est un moment où il faut penser aux valeurs qu'on a, qu'on veut transmettre pendant cette saison. Alors, pas que pendant cette saison, bien sûr, mais il y en a qui sont très spécifiques à la saison. La gratitude, la générosité, le partage. Surtout dans le cas où vous avez des jeunes enfants, mais vous pouvez l'appliquer à vous-même si vous êtes encore célibataire ou si vous n'avez pas encore d'enfants. Mais le fait d'organiser des petits actes de bienveillance pendant la période de l'Avent ou avant Noël ou dans cette période, ça peut être tout simple, comme donner du temps ou donner un peu de ressources. Alors à une association ou à quelqu'un de votre entourage qui est dans le besoin. Alors ça c'est un peu spécifique, mais autour de la période de l'Avent, nous avions créé il y a quelques années avec mes petits le fait de mettre dans des livres de bibliothèque des petits mots doux. Alors pas des petits mots doux extravagants, hein, juste des petits mots gentils, des petites pensées sympas pour dire coucou, voilà, j'espère que tu vas passer une belle journée ou des choses comme ça aux futurs lecteurs dans des livres, dans les livres de la bibliothèque. Et c'est né à la période de l'Avent et puis finalement ça a perduré et de temps en temps ça ressort, on le refait, on se met autour de la table, on écrit des tas de petits mots qu'on glisse dans les livres de bibliothèque. Alors quelquefois on se fait reprendre par les bibliothécaires qui trouvent nos mots au moment de ranger les ouvrages, mais enfin quelquefois c'est vrai qu'elles ne les trouvent pas tous et que du coup c'est à d'autres lecteurs que c'est adressé. Voilà. Et bien ça, typiquement, c'est l'occasion, en fait. C'est l'occasion, au moment de l'Avent, de faire découvrir à vos enfants qu'il y a la possibilité de faire preuve de générosité, de gratitude et de partage, en fait, de façon simple. Vous n'avez pas besoin d'aller donner 10 000 € à une association que vous ne connaissez pas et dont vous ne savez pas quel usage elle va en faire. Vous pouvez tout simplement vous concentrer sur des gestes simples, surtout que vos enfants ils comprennent pas le fait de donner à une association, ils comprennent pas nécessairement la chose. Alors que quand ils sont dans l'action, c'est plus facile pour eux. Voilà. Je pense que pour la préparation de l'esprit de Noël, je vais rester là pour l'instant. Alors après, c'est parce qu'on a un épisode très très long et que je pense qu'il y a d'autres choses qui sont un peu plus importantes sur cet esprit de préparation. Si ça vous intéresse vraiment, j'en ferai un épisode naturellement. Mais il y a plein d'autres choses que je voudrais aborder. Alors là, on va être donc dans le cœur de l'épisode, puisqu'on va partir dans la partie 2, la préparation du foyer. Ça va être un peu technique, on va parler décoration. Donc messieurs, les rares messieurs qui nous suivez, vous pouvez fuir si ça ne vous dit pas. Puis après, si vous voulez aider vos femmes, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester. Donc on va parler décoration, puisque je vais vous proposer, c'est de se concentrer aujourd'hui sur 3 grandes pièces, que je vais appeler pièces, mais enfin c'est pas nécessairement des pièces, vous le verrez. Et puis voilà, on va partir de là pour savoir dans quelle direction on va se diriger pour décorer nos maisons.
Voilà. Alors, la première pièce, évidemment, vous vous en doutez, vous m'attendez, c'est le salon. C'est souvent le cœur de la maison pour Noël. C'est là où on va mettre en avant le sapin, qu'on va installer des guirlandes et qu'on va créer donc une ambiance chaleureuse. Alors, abordons tout de suite la grande question. Sapin artificiel ou sapin naturel? Alors, honnêtement, je vais vous le dire, nous avons fait le choix d'acheter un sapin synthétique pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il y a la question des allergies, etc. Mais nous achetons tout de même un sapin naturel que nous mettons dans notre salon. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, parce que déjà, effectivement, avec les enfants, c'est compliqué quand ils vont voir tout le monde qui a un sapin naturel, ils vont au supermarché, ils voient les sapins qui sont proposés, etc., les sapins coupés. C'est difficile de contenir leur enthousiasme et je ne suis pas pro-consumériste, mais faut avouer quand même que j'entends la problématique de la tentation. Du coup, nous décidons d'acheter un sapin naturel pour le côté romantique, je vous le cache pas. Et on le met dans le sapin, donc on le met dans le salon, on n'en achète pas un très très grand, mais on le met, si vous voulez, sur une table. Et on le met en valeur ainsi. Alors, concernant le fait d'avoir un sapin synthétique, j'y reviendrai dans le point suivant, mais concernant le fait d'avoir un sapin et un salon et un chat. Ça, c'est une question qui est très complexe. Évidemment, que ce soit un sapin naturel ou un sapin artificiel, quoique j'ai l'impression que l'odeur des sapins naturels excite un peu plus le chat. Mais quoi qu'il arrive, le chat va s'attaquer, à moins que vous ayez un très très vieux chat ou très paisible. Bien, dans ce cas, vous avez de la chance. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, il va s'attaquer à votre sapin. Il va inévitablement s'attaquer à votre sapin. Une seule solution, deux, j'en vois deux, fermer le salon au chat, ce qui est un peu triste, surtout pendant la période des fêtes. Ou la deuxième solution, évidemment, c'est le surveiller, de prendre des décorations qui ne sont pas fragiles. Donc éviter le verre, éviter toutes ces petites choses-là. C'est vrai que les boules de Noël en verre et les chats ne font très rarement bon ménage, mais bon, voilà, c'est un choix. Après, on peut essayer de le surveiller ou quoi, mais de toute façon, je pense que ça va être compliqué. Alors, après, dans le salon, vous pouvez également... Alors, je reviens sur le sapin de minute. Concernant la décoration et l'ordre dans lequel on place les décorations sur le sapin, il y a plusieurs écoles. Je vous signale la mienne. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre politique à ce sujet. Moi, je suis pour étape 1, on met les guirlandes lumineuses, si on fait le choix d'en mettre, bien sûr. Puis les guirlandes toutes simples, les froufrous. Et puis après, ensuite, évidemment, les ornements. Et puis, l'étoile en toute fin. Surtout si... voilà. Bon, après, il y a plusieurs écoles. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis bien curieuse de comment on fait pour aborder les choses d'une manière différente de celle-ci. Alors évidemment, l'étoile, pour finir, elle doit être placée par l'enfant par l'enfant ou par la personne, de toute façon, la personne la plus jeune de l'assemblée. Si c'est un bébé, je vous recommande de lui prêter main forte. Mais voilà. Alors, concernant la date à laquelle nous commençons la décoration du salon, pour nous, ce sera le dernier week-end de novembre pour le salon, parce qu'après, on a plusieurs étapes en fait dans la décoration. Donc voilà, après, pour finir sur le salon, je voudrais parler des bougies. Dans le salon, nous faisons le choix de ne pas utiliser des bougies, des vraies bougies. Nous utilisons des bougies électriques, donc qui marchent avec des piles que l'on recharge. Je sais, ce n'est pas très écologique, mais nous pensons que ça vaut le coup.
ça vaut le coup d'avoir des petites bougies, d'avoir une petite ambiance. Et puis nous avons le choix aussi de ne pas fermer les volets de cette pièce pendant la période de l'Avent pour que... alors, je ne dis pas que les gens voient chez nous, mais c'est vrai qu'en passant, on distingue un peu les lumières, bon, comme beaucoup de maisons. Et voilà, je pense que ça fait un peu plaisir à tout le monde. Moi, ça me fait plaisir quand je vois d'autres maisons qui sont agréablement décorées. Et j'espère que les passants ont la même impression de notre maison. Voilà, je pense que nous pouvons clôturer le sujet du salon parce qu'il y a énormément de choses que je voudrais traiter et que nous avons déjà bien avancé l'émission. Alors, la seconde pièce que je voudrais aborder, c'est la cuisine. Et avant toute chose, alors je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui savent déjà un peu comment est agencée ma maison, mais pour ceux qui ne le savent pas déjà, la pièce que j'appelle cuisine, en fait, chez nous, il s'agit d'une cuisine américaine. Donc nous mangeons en réalité dans notre salle à manger, mais nous avons une vue imprenable sur la cuisine parce qu'elle est séparée. Les deux pièces ne sont séparées que par un bar, en fait, si vous voulez, si vous ne connaissez pas les cuisines américaines. Donc les deux pièces sont assez vastes, on a de la place, vous inquiétez pas, mais enfin voilà, de l'une on voit l'autre, et inversement. Donc du coup, je décore la cuisine. Et c'est là que je veux parler du sapin synthétique. Le sapin synthétique se justifie par le fait que dans la cuisine et la salle à manger, nous le mettons donc à la frontière entre les deux, donc le sapin se distingue des deux pièces. Mais je ne trouve ça pas très hygiénique de mettre un sapin naturel dans cette pièce déjà, à côté de la nourriture, etc. Bon voilà. Et puis je trouve ça plus pratique au niveau du nettoyage parce que au niveau de ma routine de ménage, si vous voulez, on fera un épisode entier là-dessus si ça vous dit. Mais en tout cas, au niveau de ma routine, je nettoie beaucoup plus souvent la cuisine et la salle à manger. Je pense comme vous toutes en fait, que le salon. Parce que le salon, c'est vraiment une pièce où on est posé. Voilà, où il ne se passe pas grand-chose, alors qu'on passe notre vie dans la cuisine et la salle à manger. Les petits sont toujours autour de moi quand je cuisine, quand on est dans le flow de la journée. Donc effectivement, voilà, c'est un choix pour la facilité de nettoyage, pour l'hygiène, par rapport aux aliments à côté, etc. Je trouve ça plus confortable. Autre point également, dans la cuisine, j'aime bien ressortir des torchons de Noël, des tabliers de Noël. Alors oui, j'utilise des tabliers parce que je suis incapable de ne pas me couvrir de farine quand je cuisine. Donc du coup, il me faut absolument un tablier. Et pendant la période de l'Avent, je porte des tabliers de Noël. Voilà. J'aime beaucoup aussi décorer avec des oranges, décorer de clous de girofle ou des petits pots de biscuits, spécifiquement des biscuits de Noël. Voilà, je pense qu'avec tout ça, déjà, vous avez de quoi créer une atmosphère un peu chaleureuse, un peu épicée et un peu tendre, voilà, qui pourrait vous apporter beaucoup de joie. Sachant que nous, du coup, notre repas de réveillon et notre repas de Noël, nous le ferons donc dans la cuisine, dans la salle à manger. En fait, on ne mange pas dans notre cuisine, mais on mange dans la salle à manger, que du coup, inévitablement, nous verrons la cuisine. Bien sûr, j'entends que si vos invités ne voient jamais ou quasi jamais votre cuisine, ou que si c'est une toute petite pièce digne d'un placard, évidemment, ça a beaucoup moins d'intérêt de la décorer. Il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait la problématique. Voilà. Alors, la dernière pièce sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, c'est ce que j'ai appelé l'entrée. Mais par entrée, j'entends également l'extérieur. Donc entrée / extérieur un peu. Alors, il est d'usage de placer une couronne sur la porte. Nous ne faisons pas cela. Mais en tout cas, ce qu'on fait par rapport à l'extérieur, c'est que vous commencez à me connaître un peu au niveau de l'extérieur et de la porte d'entrée. À défaut de couronne, nous avons un paillasson spécial Noël. Voilà. Donc après, bien sûr, vous pouvez, ça c'est ce qu'on a fait aussi, juste mettre une petite guirlande lumineuse pour éclairer un peu.
Ça change de juste la lumière d'extérieur si vous en avez une, etc. Bien sûr, tout ça s'applique si vous avez la chance d'avoir une maison. Si c'est pas le cas, vous pouvez très bien décorer vos rebords de fenêtre avec des guirlandes lumineuses, etc. Ça fait aussi beaucoup plaisir, je pense. Alors bien sûr, je ne sais pas si j'aimerais ça, mais j'adore regarder les maisons qui sont extravagantes, qui sont vraiment très joliment décorées, qui ont des animaux lumineux, des Pères Noël qui descendent de partout. C'est très joli, c'est très agréable à voir. Mais personnellement, je suis d'un caractère plutôt introverti et c'est vrai que j'aime bien les décorations un peu sobres. Pour ma propre maison, j'entends. Mais j'adore les regarder, il est vrai. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez l'une de ces maisons parce que j'adorerais les voir. Voilà, et je pense qu'avec... Ah oui, il faut que je vous dise aussi que l'entrée c'est important parce que je vois souvent des gens qui décorent très bien leur extérieur, qui décorent très bien leur salon ou leur cuisine slash salle à manger. Et en fait, entre les deux, vous avez l'entrée qui est complètement dépouillée, il n'y a rien du tout. Je comprends que ça peut... voilà, c'est un choix. Mais personnellement, je trouve que ça fait un peu bizarre d'avoir cette espèce de zone de transition, de zone tampon où on voit rien du tout. Et je pense que toutes les maisons qui font l'effort de décorer un peu leur entrée, ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir et on a l'impression que la maîtresse de maison, elle a donné du cœur à l'ouvrage et qu'elle n'a pas fait les choses à moitié, quoi. Même si c'est très peu, juste une ou deux petites ornementations, je trouve qu'en tant qu'invité, c'est toujours agréable. Et puis pour vos enfants, dites-vous que c'est aussi agréable. Ils vont rentrer de l'école le soir, ils vont voir les jolies guirlandes de l'extérieur si vous l'avez fait. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand ils rentrent dans la maison, ils sont tout de suite... voilà, et il y a l'esprit de Noël qui leur parvient dès votre entrée. Et je pense que c'est intéressant dès ce moment-là. Voilà, alors sinon après, pour terminer sur cette partie décoration, je voulais vous donner deux, trois petits éléments pour une décoration un peu naturelle et un peu durable. Donc on peut utiliser des éléments naturels. Effectivement, nous, notre couronne dont je vous ai parlé au-dessus de la cheminée, elle est faite en branches de sapin, en pommes de pin, en houilles, en houx, etc. Les enfants, ils adorent piquer des clous de girofle dans les oranges séchées. Ça peut leur faire une activité tip top. Même pour les plus petits, veillez simplement à ce qu'ils avalent pas comment dirais-je, les clous de girofle. Mais après tout, voilà, tout est alimentaire et rien ne risque de casser. Je réutilise donc également, je ne sais plus si je vous en avais parlé, les petits pots de yaourt en verre pour en faire des photophores. Et puis les enfants, mais même un enfant de 1 an, il va faire attention à ne pas casser. Peut-être pas 1 an, mais 1 an et demi. Pour la motricité fine et tout, voilà, vous leur donnez un petit paquet de gommettes et puis un petit pot et puis ils sont ravis de le décorer. Et à la fin, vous mettez une bougie dedans et puis vous le mettez à un endroit où... voilà, alors nous on met ça sur le bar de la cuisine, mais vous pouvez mettre ça n'importe où c'est pas risqué. Voilà, ça leur fait quelque chose, ça leur fait plaisir de participer, puis ça vous les occupe aussi quelques instants. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi faire une décoration plutôt simple et élégante, et aussi qui soit écologique. Après, voilà, comme je vous dis, je vous encourage plus que tout à créer des décorations avec vos enfants. Faites des étoiles en papier, découpées au ciseau pour les plus grands, des petites boules en pâte à sel. Faites attention parce que ça c'est un peu lourd, faites-en des petites. Des guirlandes de popcorn aussi. Alors ça c'est une activité qui est idéale quand vous avez une fratrie, même de juste deux, avec un plus grand et un plus petit, parce que le plus grand peut percer les popcorn, pendant que le plus petit peut travailler le fait de mettre dans le fil à l'intérieur du popcorn. Donc les deux sont occupés, etc. Pour ceux qui sont très ambitieux, enfin pour ceux et celles qui sont très ambitieux, vous pouvez également les faire peindre ces mêmes pop-corn pour qu'ils aient un petit peu que ce soit une guirlande un peu plus colorée. Mais je vous avoue que les guirlandes de pop-corn, c'est un indémodable chez nous. On en fait tous les ans, quoi, vraiment. Et c'est toujours un plaisir pour eux, quoi.
Alors, je voudrais faire un petit point, alors vraiment ultra rapide, hein, parce que je vois que le temps file à toute allure et que nous avons déjà un épisode très très long. Un petit point donc sur le calendrier de l'Avent. Alors pour moi, instaurer un calendrier de l'Avent, c'est avant tout instaurer un moment de partage. Alors, il y a deux écoles, soit vous faites un calendrier de l'Avent qui part de la vraie date de l'Avent liturgique. Bon, ça c'est un choix, selon votre niveau de pratique. De pratique. Mais vous pouvez également faire le choix, et ça c'est le plus souvent ce qu'on voit, de faire des calendriers qui partent du 1er décembre. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée à ce sujet-là. Je trouve que le calendrier du 1er décembre, c'est souvent bien pratique parce qu'on a les 24 jours et puis qu'on est tranquille, que souvent il y en a d'étouffés. Alors moi, je suis pas tellement pour les calendriers chocolat, hein. Je suis... Bon, j'ai apprécié étant petite, bien évidemment. Mais je trouve que c'est bien de faire autre chose. Alors, il y a des calendriers avec des petits livres pour les petits, etc. Alors, c'est un autre budget, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Voilà, de rajouter 10 € peut-être par enfant pour qu'ils aient un calendrier qui leur dure en fait et dont ils se rappelleront parce que d'une année sur l'autre ils vont retrouver les petits livrets, etc. Tout en sachant que chaque année on peut refaire le choix d'avoir un calendrier avec différentes choses. Moi je sais qu'il y avait une année également où ce que mon mari avait fait, c'était parce qu'il avait voulu le faire lui-même cette année-là, et il avait fait le choix d'alterner entre une confiserie, donc un petit chocolat par exemple, et puis un vrai cadeau ou un vrai livre, et des petites choses, hein, bien sûr. Mais voilà, comme ça, ils avaient quand même le côté chocolat et ils avaient quand même le côté, ils sont quelque chose, un vrai objet qui dure. Alors, pour cette quatrième partie que nous allons aborder, c'est une très grosse partie, puisqu'il s'agit, mesdames, de l'organisation de votre repas de Noël. Alors, effectivement, on pourrait presque se dire qu'il faudrait créer un podcast ou un épisode uniquement sur ce passage. Mais j'ai fait le choix donc de l'intégrer parce que pour l'instant, je voulais vous donner vraiment plein de pistes, vraiment plutôt début novembre, et comme ça vous avez plein d'avance pour vous organiser, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs. Alors la première chose à faire, je pense, pour le repas de Noël, c'est déjà de planifier le menu. Donc vous pouvez faire une liste des plats traditionnels qui sont importants pour votre famille. Je sais qu'il y a toujours des enfants qui préfèrent tel et tel petit apéritif ou tel et tel petit dessert, etc. Vous pouvez essayer d'intégrer tout ça. Bien sûr, il faut tenir compte si vous avez des invités, etc. C'est quand même une grosse partie. Ça demande beaucoup de réflexion. Et je pense qu'effectivement, le mieux, c'est de prévoir des options simples, de prévoir beaucoup de choses qui peuvent se faire à l'avance pour éviter le stress du jour J, surtout si vous recevez. Nous, dans notre cas, souvent on reçoit, mais pour toute une semaine, donc autour de Noël. Donc dans ce cas-là, ce que je trouve le plus facile et le plus agréable à faire, c'est justement de m'y prendre 2 mois à l'avance. Et là, si vous voulez, j'ai déjà quelques petits goûters, quelques petits desserts qui sont déjà dans mon congélateur et qui sont estampillés Noël et qu'on n'ouvrira que le jour de Noël euh, pour les décongeler. Et voilà, ça fera... Donc, les desserts à congeler, c'est pareil, hein. Je pourrais en faire un épisode entier, essayer de tout un peu adapter. Alors après, faites des choses faciles, ne vous prenez pas trop la tête. Je pense que l'intérêt justement de faire à l'avance, c'est que ça vous laisse beaucoup de temps en fait, et vous pourrez justement
vous donner un peu plus de temps. Mais par contre, attention, je vous dis pas, posez-vous une journée et congelez plein de desserts pour Noël d'un coup. C'est pas du tout l'objectif. Au contraire, prévoyez donc dans votre planning de repas hebdomadaire, donc le normal, hein, celui que vous faites toutes les semaines, enfin, j'imagine, si vous le faites, et bien vous prévoyez que vous ferez tel jour, je ne sais pas, des petits biscuits à la cannelle, et puis vous en faites 2 ou 3 fois plus selon vos invités, puis vous en congelez une partie que vous estampillez Noël si vous avez peur de ne pas vous y retrouver, mais sinon après le reste, eh bien, vous le mangez, voilà. Alors après, ne faites pas évidemment des choses qui pourraient ne pas bien se congeler, etc. Mais tout ce qui est tarte, tout ce qui est biscuits, cookies, petits fours apéritifs, toutes les choses que vous voulez faire vous-même à la main, que ce soit des pâtes ou des gnocchis, etc., mais que vous les faites en amont, vous en mangez le jour où vous le faites, tranquillement, et puis vous en rajoutez un peu de côté pour pouvoir justement après le remanger à Noël avec une sauce différente qui fera plus Noël, etc. Et évidemment, préparez aussi, si vous le pouvez, votre farce en avance, si vous décidez d'avoir un plat qui soit farci, etc. Vraiment réfléchissez à tout ce qui pourrait... Alors une fois que vous avez établi votre menu, bien sûr, hein, tout ce qui pourrait être fait en amont, mais qui, si vous le faites le jour J ou la veille, va être un calvaire. Il faut que vous puissiez profiter. Souvent, les enfants ne sont pas à l'école le 23 et le 24, donc profitez d'être avec eux, je veux dire. Et n'allez pas vous prendre la tête à faire des canards en sauce le jour pour le lendemain. Alors, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup contre la congélation, mais enfin, quand même, il faut avouer que pour la période des fêtes, notamment, c'est quand même idéal. Alors après, si vous faites le choix de faire que des choses qui seront fraîches, libre à vous, bien entendu, mais dans ce cas, vous avez bien du courage. C'est pas quelque chose que je tenterais parce que, voilà, surtout que, après moi c'est spécifique vu que c'est une semaine, mais j'imagine que je suis pas la seule dans ce cas-là. Dans ce cas-là, mesdames, expliquez-moi comment vous allez vous organiser parce que je suis bien curieuse. Moi, j'arriverai pas, hein. Je vous le dis en toute honnêteté, servir que des plats frais le jour J, c'est pas possible, quoi, pour moi. Après, voilà, ça dépend tout de notre manière. Je suis pas une très bonne cuisinière ni une très bonne pâtissière, donc il me faut peut-être aussi un peu plus de temps que vous, je sais pas. Sinon, je voulais vous partager des petites idées de plats de Noël, et puis après on peut en discuter. Mais pour les entrées, donc souvent, il y a les classiques, la soupe de potiron à la châtaigne, ou des petits feuilletés au fromage, etc. Moi, je sais que ma petite sœur, elle apprécie particulièrement quand je fais des tartelettes, des toutes petites tartelettes en fait, mais avec du mac and cheese à l'intérieur, si vous voulez. Donc c'est des pâtes au fromage juste, hein. Et c'est tout simple, ça me prend 5 minutes, hein, pour être honnête. Je mets un petit fond de tarte dans un moule à muffins, je fais mes pâtes, je mélange du fromage dedans dans la casserole, et puis je les mets dans tous les petits moules à muffins que j'ai déjà préparés avec ma pâte. Une petite pâte brisée ou une petite pâte sablée salée, et puis quelque chose de très simple, hein, mais apparemment ça a beaucoup de succès. Donc à chaque fois qu'elle vient, je lui fais. Et puis voilà, dites-vous que c'est pas parce que vous allez vous faire quelque chose dit de Paul Bocuse que ça va avoir du succès déjà. Et puis aussi, surtout, l'important c'est que vous preniez plaisir à cuisiner pour votre famille, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez aussi intégrer les enfants, par exemple un mercredi après-midi, s'il y en a 2 ou 3 volontaires, ou même juste un seul, et bien vous pouvez lui dire, écoutez, viens, ou écoute, viens, tu peux tout à fait m'aider à faire ceci, cela, juste à verser la farine, ou des petites choses comme ça, ou même parfois ils sont juste contents de tenir le saladier pendant que vous êtes en train de mélanger. Ça peut être intéressant aussi.
Après, évidemment, pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, je peux comprendre que ce soit un peu plus facile de faire des plats frais dans une certaine mesure parce que vous avez vos week-ends, vous êtes un peu plus relaxé. Donc, bah, je suis aussi bien curieuse de savoir comment ça s'organise, ou bien alors si vous ne recevez pas encore du coup, que vous êtes invité, est-ce que vous préparez quand même quelque chose, j'imagine, hein. Qu'est-ce que vous choisissez de préparer, etc. Voilà, alors après, pour les plats principaux, les classiques, c'est bien évidemment le rôti ou un chapon plutôt marron. Euh, je dis marron, mais c'est de la châtaigne, hein, bien sûr. Donc, il soit accompagné de légumes rôtis ou d'une petite purée un peu originale. Attention, alors, avec ce genre de choses, de ne pas faire trop, je dirais, de pas trop américaniser la fête, peut-être parce que c'est Noël et c'est pas Thanksgiving. Et j'ai l'impression que des fois, surtout quand on voit au supermarché les têtes de gondole, j'ai l'impression qu'en France, on fait parfois à certaines régions et certaines enseignes seulement, bien sûr, on fait un petit mix des deux et on surplombe tout ça. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est une fête qui est quand même très spécifique, alors que Thanksgiving n'a rien à voir avec nous Européens, en tout cas, je pense. Et voilà, et d'essayer de ne pas refaire la même chose, par exemple. Bon, bah, une purée de patates douces, c'est vrai que c'est bon, mais qu'est-ce que je trouve que ça fait Thanksgiving. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, pour le dessert, les classiques, ce serait une bûche ou des petits sablés de Noël, ou les deux, hein, ça dépend de vos goûts, et puis de ceux de vos invités aussi, j'imagine, puis de votre temps. Il ne faut pas oublier le temps, qui est très précieux. Mais sachez que malgré ces classiques, qui sont vraiment basiques, hein, parce que, enfin, pas basiques à cuisiner, mais qui sont attendus, on va dire. Donc vous pouvez faire le choix de partir sur quelque chose de vraiment attendu. Donc voilà, là, un peu le menu que je vous ai annoncé. Je pense que c'est très classique. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose de complètement inédit, hein. Justement, c'est peut-être intéressant, surtout si vous n'avez pas grand monde, ça peut être bien de laisser libre cours à votre créativité culinaire aussi, parce qu'il faut qu'on s'amuse en cuisine, etc. Partez pas sur des choses qui vont être trop compliquées si vous n'avez pas le temps de le faire, bien sûr, mais amusez-vous. Faites des choses peut-être un peu nouvelles que vous n'avez jamais cuisinées, ou alors, au contraire, jouez la sécurité et ne faites que des choses que vous avez déjà cuisinées. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant autour de l'organisation du repas, d'organiser donc une journée que j'appelle l'atelier pâtisserie, qui est vraiment avec les enfants, souvent 2 ou 3 jours avant Noël, hein, pas, vous y prenez pas la veille parce que ça va être atroce, hein, mais vous pouvez préparer donc les biscuits de Noël qu'ils aiment bien, et puis en faire double proportion parce que comme ça vous pouvez les offrir. Donc pensez à tout ce qui est sablé, biscuits à la cannelle, pain d'épices, toutes ces petites choses là. Vous pouvez donc les préparer avec les enfants parce que c'est pas extra compliqué. Vous pouvez les individualiser et les présenter avec quelque chose d'un peu plus, voilà, le pain d'épices entouré d'un joli emballage avec une petite étiquette personnalisée, ça fait plaisir. Les biscuits à la cannelle ou les sablés, vous pouvez alors soit faire le choix de les glacer, c'est un peu compliqué pour les enfants en tout cas, soit faire le choix de directement le mettre dans un petit bocal avec, vous mettez une petite ficelle un peu brute et puis une jolie étiquette de Noël et ça fait plaisir à offrir et puis je pense à recevoir pour les heureux élus qui auront donc vos petites confections et c'est bien aussi de le faire en avance, comme ça vous avez un petit pot pour, je ne sais pas, la maîtresse, pour les tantes et oncles qu'on va visiter peut-être un peu en amont. Voilà, après à vous de voir aussi par rapport à vos relations, etc.
je sais que voilà, la dernière semaine de Noël, en général, tous les gens qu'on ne verra pas pendant Noël en soi, euh, les enfants leur offrent des petits pots de biscuits. Voilà. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, voilà, n'hésitez pas à les décorer, etc. Je pense que je vais passer sur une autre partie parce que sinon on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions et je trouve ça un peu dommage. Alors, concernant les cadeaux, je pense qu'il faut, c'est personnel encore une fois, mais je pense qu'il faut viser pour Noël la simplicité pardon, et le sens. Je pense que quand on est sur un anniversaire, on peut faire des cadeaux qui sont un peu, je dirais, un peu extravagants, un peu qui sortent de l'ordinaire, etc. Mais je pense vraiment que, excusez-moi, mais je pense vraiment que la période de Noël, c'est une période où il faut donner des cadeaux qui font vraiment sens, qui ont une valeur intrinsèque en fait. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein. Les cadeaux personnalisés, effectivement, du coup, ça fait très plaisir. Là, j'ai d'ailleurs sous les yeux un portrait de mes enfants que m'a peint à la main mon frère. Voilà. Et bien ça, je trouve que c'est un très beau cadeau et j'en suis très heureuse en fait. Alors c'était il y a quelques Noëls, hein, bien sûr, mais voilà, pour vous dire, ça m'a fait plus plaisir ça que si c'était, j'en sais rien, euh, voilà, quelque chose d'impersonnel qu'il aurait juste acheté dans un magasin. Là, je sens que c'est vraiment de sa part, ça a du sens, c'est beau, c'est... Alors évidemment, je vous dis pas de vous lancer dans la peinture si c'est pas votre tasse de thé, mais réfléchissez à des choses qui peuvent avoir du sens. Ça peut être simplement un livre qui soit inspirant, ça peut être une photo de famille qui soit un peu mise en valeur par vos soins, des choses faites main aussi. Je sais que les confitures faites maison ont toujours du succès. Pareil, encore une fois, on revient aux biscuits également faits maison. Les gens préfèrent avoir les gens qui vous aiment, j'entends, préfèrent avoir quelque chose qui, je pense, voilà, vous révèle vous et dénote une vraie attention derrière. Parce que si vous faites quelque chose, par exemple, vous achetez à tout le monde la même boîte de biscuits en fer blanc, alors certes, elle est estampillée Noël, etc. Mais enfin, si vous l'offrez à tous vos collègues de travail, enfin collectivement, une à chacun, ils vont bien voir que ça vient pas du cœur et que vous n'y avez peut-être pas mis beaucoup du vôtre. Alors, je parle des collègues du travail justement parce que c'est peut-être là où, je sais pas, ça dépend de vos ententes. Moi, je sais que personnellement, je m'entends beaucoup avec mes collègues, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas du tout. Donc, quand c'est pas le cas, effectivement, bon, ça fait toujours bien de faire un effort. Mais si vous êtes vraiment au mauvais terme, bon, déjà, je comprends pas pourquoi vous allez leur offrir quoi que ce soit. Mais voilà, n'essayez pas d'en faire trop, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même, surtout, c'est le plus important. Mais voilà, dans la question, les gens que vous appréciez et qui vous apprécient en retour, essayez de faire un petit effort. Je pense que c'est le petit extra qui fera que votre cadeau sera unique et qui va faire vraiment plaisir. Pensez aussi, au-delà des cadeaux personnalisés, aux cadeaux d'expérience. Offrir un moment donc plutôt qu'un objet, c'est quelque chose qu'on dit souvent de nos jours à cause de l'écologie, mais c'est vrai que ça, c'est créer des souvenirs, c'est peut-être aussi plus important que d'encombrer la maison avec des bibelots dont au bout de quelques semaines on n'aura que faire finalement. Donc ça peut être quelque chose d'aussi simplissime qu'un bon pour un repas ensemble, donc ça c'est idéal si votre couple, vous n'avez pas beaucoup de temps à vous consacrer l'un à l'autre, mais ça peut être aussi des sorties, ça peut être des abonnements à des activités ou à des lieux, au cinéma par exemple, etc. Alors après, certes, vous ne contrôlez pas la totalité du cadeau, je dirais, mais est-ce que finalement c'est pas très grave? Alors, je parle pas tant des cartes cadeaux, vous savez, où vous avez par exemple 10 € chez Amazon, la Fnac, peu importe quoi.
Ça, je trouve que bon, ça fait un peu... Bon, j'ai voulu te faire un cadeau, j'avais tel budget, voilà. Mais j'avais un peu la flemme de chercher, donc je te laisse te débrouiller. Je trouve que pour les anniversaires, ça peut passer, d'autant quand c'est des membres de la famille qu'on connaît pas très bien, parce qu'on a évolué, les cousins, cousines, ou des choses comme ça. Mais pour Noël, c'est dommage. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pensais plus effectivement à la limite aux boîtes cadeaux. Donc vous êtes sûr d'avoir une expérience. Vous pouvez choisir la thématique vous-même. Donc vous avez entre guillemets un peu de contrôle sur ce qui va se passer. Ça peut être des dégustations, ça peut être des nuits d'hôtel pour un couple, ça peut être des soins du spa, etc. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ces boîtes cadeaux, il y a vraiment de tout. Ça peut même être voilà, des expériences de conduite de Formule 1, de saut au parachute ou de montgolfière pour les gens qui sont accros aux sensations fortes. Ou je pense aussi aux jeunes adultes ou aux adolescents à qui ça plaît très souvent, aussi bien les filles que les garçons d'ailleurs. Je trouve que les boîtes cadeaux, souvent, ça plaît beaucoup. Ou si vous avez cette possibilité, pour que ça soit un peu plus personnalisé peut-être, d'aller directement voir un organisme. Je sais que certains aérodromes qui pratiquent le parachutisme, par exemple, sont tout à fait disposés à vous transmettre une petite carte sur laquelle il y a un mot carrément personnalisé, etc. Ça fait peut-être un poil plus plaisir que juste la box cadeau standard que vous avez en supermarché, mais enfin, voilà, si vous avez le temps de passer au lieu qui sera de l'activité, ça peut être intéressant de la personnaliser aussi. Voilà. Alors après, petit point écologique au niveau des cadeaux, quand il s'agira de cadeaux matériels, bien sûr, c'est un budget, mais si vous avez peu de personnes à la maison, utilisez du tissu ou des foulards pour emballer les cadeaux, un peu à la manière japonaise du furoshiki. Alors, franchement, c'est surtout pour éviter le gâchis. Je sais que certains enfants aiment bien déchirer le papier, donc voilà. Et puis aussi, il y a le fait que ça coûte cher d'acheter ça. Mais l'option que moi j'ai choisie, c'est de faire un mix des deux. Les petits, donnez-leur du papier à déchirer. Ils vont adorer, c'est leur truc. Surtout les bambins, les bébés, ils adorent le fait de déchirer. Ça va leur faire, ça va les occuper en plus parce que souvent c'est un peu le branle-bas de combat le matin du 25. Donc comme ça, vous pouvez gérer autre chose, vous pouvez gérer l'appareil photo, le chat éventuellement. Voilà, soyez, soyez quand même un peu souple et puis je pense que ça n'empêche pas pour les grands, pour les plus beaux cadeaux peut-être, d'utiliser un tissu ou un foulard, d'autant si c'est pour votre mari par exemple, oh bah c'est quelque chose que vous pourrez réutiliser, donc vous lui achetez une bonne fois pour toutes un joli foulard qui sera le foulard à cadeau et puis vous l'emballez à chaque fois ses cadeaux dedans. Et puis vous pouvez varier après la façon de le nouer. Comme ça, il découvre toujours une nouvelle façon de le dénouer. Ça peut être intéressant aussi, voilà. Alors, concernant l'achat des foulards, donc effectivement, quand c'est des foulards que vous savez que vous allez réutiliser 50 fois et qui vont pas partir avec le cadeau, parce qu'effectivement, ça fait quand même un petit cadeau en plus. Donc si c'est des choses que vous n'avez pas forcément le budget de faire, ce que je pense, c'est que plutôt que de... Alors, je trouve que ça fait un peu malvenu, mais plutôt que de dire je peux récupérer le foulard après. Oui, parce que j'ai vu des gens qui font ça, qui vous offrent un cadeau avec un joli foulard autour, et puis après ils veulent récupérer le foulard, donc il n'y a pas de problème, hein, je rends le foulard. Mais je trouve que ça... Enfin, moi, j'aimerais pas faire ça, et je trouve que ça fait un peu bon marché, quoi, comme cadeau. Donc du coup, même si le cadeau à l'intérieur est peut-être très très beau, hein. Je trouve que cette attitude est un peu dommage. Donc pour éviter ça, je vais dans des enseignes un peu comme Action ou Jiffy, vous voyez. Et des fois, ils ont plein de petites choses, vraiment pas très chères. Ça vous fait un joli foulard parce qu'il y a quand même un joli tissu, hein, qui est joli. Souvent, vous pouvez en trouver d'ailleurs estampillé de Noël. Donc honnêtement, vous pouvez très bien vous permettre, ça coûte le même prix que du papier cadeau. Donc du coup, allez-y. Alors, effectivement, c'est pas un foulard de très bonne qualité. Si c'est pour votre maman
qui est très noble et raffiné, prenez le temps de lui offrir un vrai beau foulard en soie. Des fois, il y en a des pas chers pour autant. Ou alors, faites le choix du papier, à la limite. Mais, mais s'il vous plaît, ne redemandez pas les foulards si vous faites du furoshiki. Parce que c'est vraiment bizarre. Enfin voilà. Mais après, vous pouvez aussi décider de décorer avec une façon un peu plus classique. Il y a le fait d'emballer dans du papier journal. Ça fait très joli aussi. Alors prenez du vrai beau papier journal. Hein. Prenez pas des papiers journaux glacés ou quoi. Ça fait très très laid. Mais des vrais beaux papiers journal, ça peut être intéressant. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais au supermarché. Instant anecdote, pardon, mais j'étais au supermarché et j'ai vu des papiers cadeaux qui imitaient le papier journal. Mais pas en ayant un petit extra. Juste comme on pourrait le faire vraiment avec le même papier journal que j'avais dans ma boîte aux lettres. Donc c'est vraiment... Décidément, je vous demande pardon. Je suis pas très... Enfin, j'ai un petit mot de gorge. Donc du coup, voilà. Le papier journal, le papier craft, toutes ces petites choses-là. Et puis après, vous décorez votre papier cadeau avec des éléments naturels. Je trouve que c'est toujours agréable aussi parce que déjà, c'est gratuit. Et quand on a des familles, c'est important. Même si notre mari gagne bien dans sa vie et que parfois on peut apporter un petit supplément, il faut toujours quand même essayer de rester économe. Je pense que c'est un bon esprit, la frugalité. Voilà. Alors donc, comme on peut les trouver un peu en balade, donc des brins de sapin, des bâtons de cannelle, ça effectivement vous pouvez l'acheter, mais c'est joli, ça sent bon, c'est réutilisable, etc. Vous pouvez aussi utiliser encore de nouveau vos oranges, voire des oranges séchées, etc. Après ça dépend vraiment de l'allure de votre cadeau, de ce que vous voulez en faire, quoi. Alors, comme nous avons très peu de temps, je vais tout de suite embrayer sur le sujet suivant. Donc, c'est, je pense, important de créer une ambiance le jour de Noël qui soit chaleureuse. Alors, la première chose, c'est que si vous avez des invités, et par invité, j'entends qui que soit d'autre que vous, vraiment, le jour de Noël, parfois c'est le 24 au soir et les enfants y rentrent, c'est déjà Noël, c'est arrivé. Certaines années, même si c'est vos enfants, même si c'est votre mari qui rentre de sa dure journée, je pense que vous gagneriez à les considérer comme des invités. Donc, dès que la période de Noël est enclenchée, voire le jour de Noël, le 24, quand tout le monde descend avec ses beaux habits, tout le monde descend de sa chambre, j'entends, avec ses beaux habits, tout le monde est sur son 31, et bien j'aime bien accueillir tout le monde avec une petite boisson, donc du cidre épicé pour les plus grands. Évidemment, je ne donne pas de cidre aux enfants, mais voilà, ou un chocolat chaud à la cannelle pour les petits, ou aussi du jus de pomme chaud. Alors, j'ai trouvé ça bizarre la première fois que j'ai goûté, je vous avoue. Mais en fait, c'est délicieux. Alors, il faut du bon jus de pomme. Si vous le faites chauffer quelques minutes à la casserole, le faites surtout pas bouillir. Le faites surtout pas bouillir. Mais dès que ça commence un peu à vous voyez frémir, et bien vous le versez dans des verres assez épais ou des mugs plutôt. Et c'est délicieux. Petit jus de pomme chaud, surtout quand on vient de rentrer, par exemple, d'une sortie où il faisait froid dehors, etc. Ou alors quand on veut se mettre sur le coin de la cheminée et puis regarder un bon feu de cheminée, c'est idéal. Donc voilà, le jus de pomme bien chaud, ça fait toujours plaisir aux enfants. Ou du chocolat, pour ceux qui aiment le chocolat, bien sûr. Vous pouvez aussi créer une petite ambiance avec de la musique en fond, donc mettez pas non plus, faut pas que ça fasse boîte de nuit, mais voilà, vous mettez un petit vinyle ou un peu de radio, ou même avec votre téléphone. Vous faites une playlist spéciale avec des chants de Noël traditionnels ou même de la musique de Noël. Ou certaines fois, il y a des musiques de Noël qui sont pas du tout des chants de chorale, pardon, je cherche mes mots, mais qui sont quand même très agréables. Enfin, je pense
la chanson de Wham, je crois, qui a beaucoup de succès, Last Christmas ou ces choses comme ça. Alors on n'est pas très fan de celle de Mariah Carey chez nous, mais typiquement Wham, ça marche. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas aussi à sortir un peu des sentiers battus. Ne vous contentez pas de vos chants de Noël, de la chorale traditionnelle. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez vous étendre un petit peu au-delà de ça. Alors, même si vous avez déjà très certainement, comment dire, préparé beaucoup de choses en cuisine en amont, il va forcément vous rester des choses à faire le 24, des choses où vous ne pourrez pas forcément être là, ou alors vous ne pourrez pas forcément être autant disponible que vous le souhaiteriez. Donc, à ce moment-là, alors, la première astuce, c'est d'impliquer votre mari. S'il est disposé à le faire, c'est un vrai cadeau parce que ça vous permet de vous décharger un peu puis de profiter d'être un peu avec les enfants, etc. Bien sûr, ne lui donnez pas des choses à faire qu'il serait incapable de faire, hein. De la même manière que lui ne vous demanderait jamais à vous de faire certaines choses. Bien sûr, mais essayez quand même n'ayez pas peur de trop déléguer. Voilà, parce qu'on ne délègue jamais trop quand il s'agit de Noël et qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà. Alors, dans l'optique où vous ne pourriez ne pas être autant disponible que dans l'idéal, organisez des activités. Alors pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Pour les enfants, vous pouvez organiser un coin jeu qui soit pas très loin de vous. Moi, je sais que je mets une étagère dans la cuisine, carrément, avec plein de petites activités. Moi, c'est pour mes petits, mais ils peuvent aussi partager avec les autres enfants s'ils le veulent, avec des activités de Noël, donc des petits cahiers, du découpage, des autocollants, bref, tout ce qui... excusez-moi, tout ce qui leur permettrait de pouvoir vraiment s'occuper tout seul, mais ils restent quand même à côté de vous, et comme ça ils ont l'impression d'être pas loin. Pour les plus petits, mais prévoyez des coloriages, plein de coloriages de Noël. Aujourd'hui on en trouve plein sur internet qui sont gratuits. Je pense que vous pouvez en imprimer quelques-uns. Prévoyez aussi des petits bricolages pour les plus grands, toujours dans le thème de Noël, qui sentent bien que c'est Noël, quoi. Mais voilà, ils sont occupés, ils vont pas courir partout parce que il y a l'excitation du moment, il y a un peu l'effervescence. N'hésitez pas à prévoir des activités pour les canaliser, pour les occuper. Pourquoi pas, je parlais de déléguer, pourquoi pas déléguer certaines tâches aux enfants également, ça peut être intéressant également. Voilà, alors pour les adultes, les jeux de société, des histoires, essayez d'évoquer aussi des souvenirs de Noël que vous partagez ou que vous ne partagez pas ensemble, bien sûr. Vous pouvez aussi prévoir des activités collectives, comme le fait par exemple, de décorer les biscuits de Noël tous ensemble, etc. Tout ça, ça peut être des choses qui sont intéressantes. Et ça contribue à créer une ambiance chaleureuse, hein, j'ai l'impression. Voilà. Alors après, avant d'entrer dans une très grande partie, je voudrais qu'on passe un petit moment à parler de la récupération de Noël. Je vais poursuivre après, mais là c'est un petit intermède si vous voulez. Prenez le temps de vous reposer. Alors, un peu avant pour la préparation, mais dans votre calendrier, inscrivez également du temps pour vous reposer après Noël. Ça peut être juste une balade en plein air, où vous pouvez être tranquille, où vous soyez je m'embrouille, où vous êtes certaine ou certains que les enfants sont gérés, que la maison est gérée, qu'il n'y a pas de souci, et vous respirez, ça y est, Noël est fini, je peux rester tranquille, voilà. Avant, bien sûr, de devoir tout remballer, voilà, accordez-vous cette pause. Accordez-vous-la parce que c'est important. Même si vous n'aimez pas les balades, mais une sieste, une petite sieste, vraiment, il faut que vous vous déconnectiez après parce que c'est important de savourer un peu le calme après tout le grand boom et l'effervescence des fêtes.
pour éviter la fatigue, parce qu'après vous devrez reprendre votre quotidien aussi, quel qu'il soit. Donc c'est important quand même de ménager un temps de pause. Et en famille, surtout, prenez un petit moment pour discuter. Ça forme une pause aussi un peu, bien sûr, mais ça leur permet de se reposer et de se remémorer. Et c'est ça qui crée vraiment les souvenirs, parce que les souvenirs, c'est ce dont on s'est rappelé peu après l'événement. Ce qu'on a pris plaisir, ou pas plaisir, dans les cas des mauvais souvenirs, à se rappeler peu après la chose en question dont on essaie de se rappeler. Si on n'essaye pas de se remémorer après, dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera oublié. Ça sera oublié ou ça sera moins fort, ça sera plus difficile à s'en rappeler, ou alors vous avez une mémoire extraordinaire, ce qui est aussi possible. Mais voilà, prenez le temps de discuter de ce que chacun a aimé ou n'a pas aimé pendant cette période de Noël, pendant l'Avent, pour parfois pour prolonger un peu la magie, pour construire des souvenirs communs, pour se rappeler, ah tiens, t'as fait ça, c'était marrant, tiens, t'as fait ça, c'était chouette, ça m'a fait plaisir. Voilà. Soyez quelque chose d'informel, hein. Leur prenez pas la tête. Et voilà, soyez conscients du souvenir, prenez-en conscience du fait que Noël est passé, faites-le ensemble. Vous pouvez faire le choix de faire un carnet souvenir. Vous écrirez les souvenirs de cette année-là pour se rappeler de la petite période et les revivre dans le futur plus facilement, en créant un album photo, etc. Tout ça, ça peut être très intéressant et ça permet aussi aux enfants de se développer après. À vous aussi, non, ça vous fait du bien, je pense. Ça crée un moment de gratitude, etc. C'est toujours intéressant aussi parce que ça permet d'être reconnaissant aussi pour ce qu'on a. Et je pense que c'est le plus important. Alors, nous allons aborder notre dernière partie. Je me la suis intitulée personnellement Vivre Noël dans la foi. Mais vous n'êtes pas obligé d'y penser de cette façon. Je trouve que c'est quand même une période où il faut se rappeler que Noël, c'est avant tout une tradition chrétienne. Pourquoi pas catholique, hein, pour certains. Parce que je pense que les protestants et certaines confessions chrétiennes ne sont pas tout à fait dans la même optique vis-à-vis de Noël. Donc voilà, je pense que c'est important de se rappeler la perspective de Noël, c'est avant tout une fête religieuse, quand même. Donc je voulais créer une partie sur ce point. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut préparer l'Avent avec des rituels qui ne sont pas forcément religieux au sens pur du terme, mais qui apportent cette espèce de petite spiritualité pour nous rappeler que c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc dans beaucoup de foyers, on peut marquer l'Avent en installant une couronne avec 4 bougies, donc une pour chaque dimanche avant Noël. Honnêtement, si vous avez des enfants en bas âge ou beaucoup d'animaux de compagnie, ne vous embêtez pas à mettre une bougie qui serait dangereuse, parce que bon voilà. Mais je pense que marquer le coup, pourquoi pas avec des petites bougies, ou alors faites en sorte que ce soit vraiment sécurisé. Voilà. Je sais que ça peut être intéressant aussi d'utiliser, vous savez, les grandes bougies votives pour cet office-là, parce que c'est très 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 intéressant. Chaque dimanche, vous avez votre grande bougie votive, vous l'allumez, elle dure tout le dimanche, et puis voilà, ça fait très joli, vous le mettez à côté de la couronne, et je pense que c'est une bonne option. C'est pas grand-chose, mais déjà ça vous rappelle un petit peu que ça ancre Noël dans le religieux en fait et dans le spirituel. Ça l'enlève de toute cette dimension consumériste, matérielle et très terrestre, et je trouve que c'est important. Voilà. Alors après, c'est libre à vous, hein, j'ai envie de dire, je ne commande pas personne, mais je trouve que ça peut être une dimension intéressante. Alors, je ne saurais que trop vous recommander d'insérer une dimension spirituelle, mais voilà, bon,
il n'y a aucune obligation concernant les bougies, évidemment. Donc le principe est simple, hein. Chaque dimanche, vous allumez une nouvelle bougie. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez accompagner ce petit moment d'une prière ou d'une lecture de l'évangile, de préférence qui annonce un peu l'Avent, Noël, etc. Ça peut être intéressant, ça rappelle aux enfants pourquoi on est là. Ça nous rappelle aussi à nous adultes pourquoi on est là, parce que parfois on est pris dans le feu des événements. Et voilà, de se poser chaque dimanche en se disant voilà, il n'y a que 4 dimanches, ces dimanches-là, c'est les dimanches de l'Avent, on y allume une petite bougie et on fait une pause. On fait une pause, voilà. On songe au vrai sens de Noël et à ce qu'il nous apporte. Et, et voilà, je pense que c'est important. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je voudrais parler de plein d'autres choses. Après, il y a une autre option. Pardon. Décidément, ce matin, je suis navrée pour vos oreilles. Alors donc, l'autre option, ce serait d'avoir un calendrier de l'Avent. Alors, en complément ou en remplacement de ceux que vous avez déjà, il n'y a pas de souci, à vous de juger. Mais ce serait d'opter pour un calendrier de l'Avent qui présente, pourquoi pas, alors vous pouvez opter pour les actions bienveillantes à accomplir chaque jour, etc. Mais vous pouvez aussi faire le choix, et ça vous pouvez le faire toute seule, c'est intéressant aussi à faire pour vous, pour votre préparation à l'Avent et à Noël, ça serait de présenter des versets bibliques en fait, et un verset pour chaque jour de l'Avent dans votre calendrier. Et là, ça serait intéressant d'utiliser le calendrier liturgique s'il ne coïncide pas avec le calendrier civil, bien sûr. Ou vous n'utiliserez pas forcément le 1er décembre. Ça dépendra bien sûr de vous. Vous pouvez choisir quand même de le faire dès le 1er décembre pour avoir vos 24 versets bibliques jusqu'à Noël. Et ça, c'est quelque chose que je pense que vous pouvez faire pour vous, même si vous êtes célibataire, en fait. Parce que ça permet... alors, effectivement, si vous avez des enfants, ça leur aide à comprendre le sens de l'attente et de la préparation de Noël. Mais pour vous, et ce même si c'est vous qui avez préparé votre propre calendrier biblique avant, j'insiste, ça vous donne des versets à méditer, en fait. Et chaque matin, quand vous ouvrez votre petit calendrier de l'Avent spécial, et bien vous avez votre verset biblique à méditer. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose auquel... Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours de l'année. Mais c'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Alors que la période de l'Avent, typiquement, elle est idéale pour faire ça. Elle est idéale parce que vous avez quasiment chaque jour des versets que vous pouvez choisir d'insérer, qui sont, vous en avez des tas qui correspondent à cette période, que vous pouvez choisir de méditer à cette période. Libre à vous de choisir ceux qui vous parlent le plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça peut, voilà, sachez que je trouve que ça apporte beaucoup de bien, beaucoup d'épanouissement, et ça permet d'être plus bienveillant dans la journée. Alors, avec la famille et tout, bien sûr, mais avec soi aussi, et ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors après, comme les... Ça, c'est un rituel, parce que je vais enchaîner, parce que sinon on va jamais terminer. Mais voilà, là, il y a un autre rituel familial, je trouve, qui est très significatif, c'est la crèche de Noël. La crèche, c'est une des plus anciennes traditions de Noël, donc je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres foyers chrétiens. Il me semble que dans les foyers catholiques, c'est quasi impossible de passer outre et de ne pas en voir. Sauf peut-être manque de moyens, etc. Il me semble que ça avait été... c'est une tradition qui avait été inspirée par Saint François d'Assise. Dites-moi si c'est une bêtise. Dites-le moi dans les commentaires si c'est une bêtise. Mais il me semble que c'est Saint François d'Assise qui avait instauré cette tradition. Donc ça remonte à loin. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment intéressant. Vous pouvez choisir de mettre en place la crèche d'un seul coup le jour de votre installation du sapin, etc. par exemple. Moi, c'est le choix que je fais personnellement parce que je trouve que comme ça, bon, alors déjà, on est tranquille, mais aussi et surtout, on a le plaisir de passer devant la crèche complète
plus longtemps. Alors après, effectivement, c'est très subjectif, hein. Mais je sais qu'il y a des foyers où, et je trouve ça intéressant aussi et très sympa, surtout quand on a des enfants, ou pour soi-même, en fait, pour méditer chaque personnage, c'est d'installer les personnages donc au fil des jours. Vraiment. Euh, Par exemple, j'en sais rien, le premier, vous mettez un petit ange pour manifester l'ange de l'Annonciation, etc. Après, l'ordre, ça c'est un peu vous qui voyez, je pense. Bon, c'est bien que ça ait du sens, mais voilà. Alors après, voilà, il y a une chose, moi, que je garde, c'est que je ne place... Enfin, c'est pas moi qui le fais, c'est souvent le plus jeune des enfants qui le fait, qui place l'enfant Jésus dans la nuit du 24 au soir, on le place dans la crèche. Donc notre crèche est vide, si vous voulez, jusqu'au 24 au soir. Enfin, elle n'est pas vide, elle est remplie de tous les personnages, sauf, donc pendant un mois, et sauf l'enfant Jésus, qui lui est installé donc la nuit du 24. Et après, le 5 janvier en général, enfin, autour de la fête de l'Épiphanie, ce jour-là, nous installons également les rois mages. Parce que comme on débarrasse, si vous voulez, on range les affaires de Noël le dernier week-end de janvier, on a donc une grosse marge pour avoir quand même aussi la crèche vraiment au complet avec les rois mages, l'enfant Jésus, etc. Donc nous, ce que nous faisons, c'est le choix d'installer tous les personnages d'un coup, le week-end, le dernier week-end de novembre. Puis l'enfant Jésus, puis les rois mages. Mais certaines familles, et c'est là que c'est intéressant, installent les personnages au fur et à mesure. Comme ça permet d'expliquer la signification des personnages, en fait. Vous êtes en famille, vous prenez un moment pour rappeler la symbolique, en fait, des personnages. Alors, il y a l'ange, il y a Marie, évidemment, il y a Joseph, il y a les bergers, il y a les rois mages, il y a les animaux, etc. Tout ça, ça peut être intéressant de méditer, même pour vous, en fait. Même si vous êtes seul chez vous et que vous installez votre crèche seul chez vous, je vous y enjoins d'ailleurs parce que je trouve que c'est une très belle chose, même si vous êtes célibataire, même si vous allez aller après, je ne sais pas, peut-être chez vos parents pour la fête de Noël elle-même, installer une petite crèche. Pas un sapin, pas besoin de décorer votre maison en faisant trop, puisque vous n'avez par définition pas d'invité à recevoir et à épater, mais la crèche elle est pour vous en fait. Et c'est intéressant d'avoir cette petite crèche en fait pour méditer, et dans ce cas-là je trouve que ça se justifie beaucoup d'installer chaque jour un personnage différent. L'ange n'a pas la même signification symbolique que le mouton, que l'agneau, que le petit veau, que Joseph. Je pense que typiquement, le fait de faire installer, alors ça c'est quelque chose qu'on pratique quand même, le fait de faire installer Joseph par le chef de famille, Marie par la maîtresse de maison, donc en l'occurrence moi, ça peut être un moyen en fait d'ancrer Noël dans la foi, en expliquant aux enfants donc la nativité, et puis ça repermet d'être encore ancré dans la vraie signification de Noël. Ça vous donne un petit sujet de méditation tous les jours, surtout si vous ne faites pas le calendrier des versets bibliques. Ça peut être quand même un moyen de raccrocher Noël à sa vraie signification et à son vrai sens. Voilà. Alors, je vais passer à la participation aux célébrations de la veillée de Noël. Euh, alors, il faut parler de la messe de minuit, hein, parce que la messe de minuit, c'est une des traditions les plus importantes pour les catholiques à Noël, je crois, hein. C'est un moment fort qui va célébrer la naissance du Christ et puis va permettre de vivre Noël dans un esprit de recueillement et puis de joie aussi, de joie spirituelle. Je sais que la messe de minuit, c'est difficile, surtout pour les enfants, surtout pour quand on reçoit, etc. Mais si c'est pas possible pour certains, il y a de très 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 nombreuses paroisses qui proposent aussi une messe en fin de journée, le 24 décembre ou le matin du 25. Voilà, ou les paroisses à la campagne où nous, je sais qu'on n'a pas beaucoup de on n'a pas la chance d'avoir tous les dimanches la messe malheureusement, et c'est pareil pour la messe de minuit, elle est décalée. En fait, si vous voulez, elle n'a pas lieu elle a rarement lieu le soir du 24 à minuit, si vous voulez.
Donc voilà, après ça dépend de votre paroisse, ça dépend de vos envies, ça dépend des possibilités de chacun, évidemment, de votre capacité physique aussi, hein, parce que rester debout jusqu'à minuit, si vous avez 80 ans, alors déjà je suis étonnée parce que je ne vous vois pas dans mes statistiques, mais pourquoi pas? Ça peut être aussi rester à la maison si vous la suivez en différé, si vous la suivez en ligne, si vous-même vous faites... je sais que certains ont des missels qui permettent de suivre la messe de Noël de façon très très suivie. Ça dépend aussi de votre missel aussi un peu. Voilà. Si vous habitez très loin de votre paroisse, effectivement, ça fait quand même... c'est un peu... C'est à vous de voir avec votre pratique, etc. Alors par contre, si vous y allez, si vous avez des enfants, avant la messe, mais vraiment avant, pas pendant, pas après, avant la messe. Expliquez aux enfants l'importance de l'événement. Essayez de les impliquer dans la préparation. Si votre paroisse le permet, permettez-leur de participer à la messe en allumant une bougie, en apportant un petit cadeau symbolique à l'église, par exemple des fleurs ou quelque chose. Ça peut être vraiment intéressant qu'ils participent et qu'ils ne prennent pas ça comme une corvée. Je sais que mon mari, étant jeune, prenait ça comme une corvée. Or, je trouve ça dommage. Je trouve ça fort dommage et j'espère qu'aujourd'hui, et en tout cas c'est ce qu'ils me disent, hein, après entre ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent c'est différent, mais en tout cas nos enfants ne nous disent pas qu'ils prennent ça comme une corvée. Au contraire, en plus c'est agréable, ils ont une crèche souvent bien plus impressionnante que celle qu'on a à la maison, l'église, etc. Donc ça peut faire plaisir si c'est bien amené, s'ils comprennent le sens de la chose, etc. Voilà. Alors, vous pouvez aussi faire le choix de prier en famille, donc le soir du 24. C'est une tradition dans certains foyers de se rassembler autour de la crèche pour faire une petite prière familiale. Ça peut être une petite prière simple, informelle. Ça peut juste être un Notre Père qui est récité ensemble. Ça peut être une petite bénédiction, voilà. Un Notre Père avant le repas, c'est très bien pour célébrer donc la naissance de Jésus. Après, vous avez aussi la possibilité de faire quelque chose, je dirais, de silencieux. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont très mal à l'aise avec le fait de faire, voilà, de formuler leur prière à voix haute. Et bien c'est pas grave, vous les laissez prier dans leur tête si ça les console, si ça leur fait du bien, si ça les rassure. Je trouve que la prière, ça doit pas être quelque chose de forcé, ça doit pas être quelque chose de contraint. Donc si ça leur fait du bien de prier dans leur tête, et ben laissez-les prier dans leur tête, vos enfants. Voilà. Je sais qu'il y a des parents qui forcent à prier à voix haute, mais je peux comprendre qu'à un certain âge, on soit mal à l'aise et que ce soit pas toujours facile de délivrer ce qu'on voudrait garder entre soi et le Seigneur devant tout le monde. Donc voilà. Alors, vous pouvez aussi faire le choix de partir sur des chants de Noël traditionnels. Donc il y a des cantiques classiques, il y a Douce Nuit, Il est né le divin enfant, ou Les anges dans nos campagnes, voilà. Je trouve que c'est un bon moyen de célébrer Noël en famille. Les paroles sont souvent très connues, il n'y a pas besoin de... Voilà, si vous avez des invités, ça peut faire chic de donner à chacun une petite feuille joliment écrite, joliment voilà, calligraphiée ou bien joliment imprimée tout simplement avec les paroles, et puis de chanter tous ensemble après le dîner pour chanter les hymnes ou au cours de l'Avent pour apprendre aux enfants les chansons un peu plus, et puis le jour J on chante peut-être un peu plus. Alors moi j'aime bien beaucoup chanter personnellement, donc effectivement surtout les chants de Noël que j'écoute dès le mois de juillet. Mais c'est intéressant quand même aussi pour les enfants parce que c'est animé, ça donne un peu de vie et puis ils comprennent que c'est pas juste du sérieux, que c'est pas juste voilà, enfin c'est sérieux bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça peut aussi être quelque chose d'agréable, de doux, et il faut que ça le soit d'ailleurs, parce que c'est l'essence de Noël, c'est pas quelque chose de forcé ou d'horrible, hein. Donc voilà, alors après je pense qu'il faudrait qu'on se consacre rapidement à la bénédiction de la table de Noël. Nous le faisons. Je sais que beaucoup de familles ne le font pas.
C'est un tort parfois parce que je parle de nous. Nous, je pense qu'on devrait le faire plus souvent. Actuellement, on ne bénit que les repas des dimanches et de Noël. Voilà. Donc, mais je trouve que la bénédiction du repas, et en particulier à Noël, c'est une belle tradition de prier pour bénir la nourriture et de remercier, à l'occasion de Noël, pour l'année écoulée, en fait, et pour ce qu'on a la chance d'avoir, les gens qui sont autour de nous, etc. Voilà, ça peut être un moment où chaque membre de la famille partage quelque chose pour lequel il est reconnaissant. Je trouve que ça renforce les liens familiaux, l'esprit de gratitude, etc. Alors, il est vrai que tout à l'heure je parlais de ne pas faire trop de Thanksgiving. Mais c'est vrai que Noël, c'est quand même un moment où on parle de notre gratitude et de ce dont on a la chance de partager avec les autres, en fait. Donc faire une bénédiction avant le repas, pourquoi pas. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ça enseigne aux enfants que c'est pas n'importe quel repas. C'est un repas qui est important, ça a un sens. Après, il y a des familles qui ne le font pas et c'est leur libre droit. C'est à vous d'apprécier avec vos pratiques, etc. Alors, je vous demande pas de faire une bénédiction lourde qui dure des heures, etc. Évidemment, non, ça ce serait trop. Je suis pas pour ça, mais effectivement, bénir le repas de façon simple, concise, ça fait toujours plaisir. Je pense que ça aide tout le monde à se rappeler encore une fois que Noël, c'est pas n'importe quel jour, c'est pas une fête où on dévalise les magasins. Voilà. Et de nos jours, plus que tous les autres jours, c'est important de se rappeler de ça. Voilà. Alors, je voudrais quand même finir sur quelque chose. Noël, c'est une période de générosité. Alors, il y a beaucoup de familles qui font le choix de participer à des actions caritatives à ce moment-là. Par exemple, offrir un repas à des personnes seules, faire des dons à des œuvres de bienfaisance, etc. Pour les enfants, ça peut être aussi une occasion supplémentaire d'apprendre le partage, de comprendre que Noël, c'est le moment d'ouvrir son cœur aux autres, comme le Christ l'a enseigné. Mais je suis dubitative face à tout cela parce que pour moi, c'est des choses qu'on doit enseigner toute l'année. Quand on a des enfants en tout cas. L'esprit de charité, c'est un esprit dans lequel on doit vivre quotidiennement. À mon sens, hein, bien sûr. Mais effectivement, quand on a tendance à peut-être l'oublier ou à ne pas autant le respecter qu'on le souhaiterait toute l'année, par dépassement, hein, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer dans la vie. La vie, c'est très... comment dire, c'est très compliqué. Eh bien, Noël, justement, quand on n'a pas cette occasion-là, c'est l'occasion de se rappeler qu'il faut faire preuve de charité. Et voilà, pourquoi pas essayer de faire une petite piqûre de rappel, en particulier si on a des enfants, parce que c'est eux qui vont porter le monde, comment il sera demain, le monde tel qu'il sera demain, pardon. Et si vous ne leur rappelez pas que l'esprit de charité c'est important, on est mal agencé pour la suite. Enfin bon, du coup, je pense que voilà, si vous le faites pas tout au long de l'année, ou si vous le faites pas assez à votre goût, Noël, c'est une très bonne période pour se rappeler de l'esprit de charité, pour le mettre en valeur et pour le développer aussi. Et nous avons fini cet épisode extrêmement long. Je crois que c'est l'épisode le plus long de Cœur de Foyer que nous ayons fait jusque-là. Donc j'espère que cet épisode spécial Noël vous aura apporté quelques idées, quelques conseils peut-être, et en tout cas de l'inspiration et puis un peu de soutien pour préparer cette fête, donc avec sérénité et avec amour. Pour moi, Noël, c'est avant tout un moment de partage, de joie, de tradition, et que ce soit avec les petits gestes quotidiens ou avec les grandes célébrations, chaque moment qu'on va vivre en famille, c'est un trésor qu'il faut chérir. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté dans cet épisode excessivement long du Cœur du Foyer, et surtout passez de très belles fêtes de Noël, de merveilleuses fêtes de Noël, entourées de ceux qui vous sont chers. À très bientôt donc pour un prochain épisode
On va continuer d'explorer ensemble les traditions, le quotidien qui font la richesse de nos foyers. Voilà, alors bonne préparation de Noël à tous et à très bientôt.